bonjour à Annie Lacroix. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec l'Initiative communiste pour nous parler, Annie, du dernier ouvrage qui vient d'être publié chez Delca. Voilà, que tu nous montres à juste titre, Scission syndicale, réformiste et impérialisme dominant, 1939-1949. Déjà un choix chronologique qui peut surprendre quand on parle du syndicalisme. Et tu es très connue, chère Annie, historienne qui a beaucoup travaillé sur des ouvrages comme Le choix de la défaite, de Munich à Vichy, l'assassinat de la Troisième République, sur le Vatican, le Troisième Reich, les relations que tu as analysées entre ces entités. Évidemment aussi, c'est un ouvrage très important, je me permets de le signaler, notamment pour les férus d'histoire, l'histoire contemporaine sous influence. Qui est vraiment centrale. Et puis, ne pas oublier quand même, je le signale, l'ouvrage de 2019 qui t'a valu d'être finaliste du prix Renaudot, c'est quand même pas rien, la non-épuration en France, de 1943 au début des années 1950. Et voici que dans ce dernier ouvrage, tu t'intéresses donc à la question du syndicalisme entre 1939 et 1949. Une première question très simple. Pourquoi ce choix d'un livre spécifiquement sur la question syndicale sur cette période? C'est d'abord un livre évidemment sur la question syndicale, sur le mouvement ouvrier, à partir de l'expérience d'aujourd'hui. Et on s'est posé la question d'une explication historique. Il se trouve que l'initiation, c'était plutôt la remise à jour d'un ouvrage dont le syndicalisme était un des aspects importants, c'est-à-dire l'ouvrage qui s'appelait Le choix de Marianne et qui portait sur l'engagement officiel de la France dans le camp occidental et dans le camp anti-soviétique. Et puis, comme finalement, c'était le produit de ma thèse d'État soutenue en 81 et que ça aurait demandé une mise à jour qui aurait fait un nouveau livre, je me suis dit que le plus simple, c'était de pouvoir réfléchir à ces questions à partir d'un certain nombre de communications qui avaient eu un écho très faible ou pas d'écho du tout d'ailleurs, qui étaient parus dans des revues très confidentielles, et que ça permettait de poser une question importante qui est une question d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la position du syndicalisme. L'idée qu'on se fait évidemment de la vie syndicale aujourd'hui, c'est qu'elle est caractérisée par une grande impuissance, que ça fait des décennies que ça dure, que évidemment ça n'a pas toujours été le cas puisqu'il y a eu des périodes fastes du syndicalisme, bien qu'elles aient été, pour des raisons évidentes, assez brèves. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une situation pareille? Et évidemment, on ne peut pas répondre à cette question sans revenir à l'histoire. Et je dirais que l'enseignement le plus important de l'histoire, c'est de montrer de manière claire, documentée, comment une situation donnée est très proche d'une situation qu'on connaît et sur laquelle, voilà, on a des éléments, on a des biscuits. Hein. On peut avoir aujourd'hui des hypothèses sur ce qui se passe, mais c'est sûr qu'on est en terrain, même si en fait on ne risque pas vraiment de se tromper, on est en terrain moins sûr que quand on peut montrer aux gens ce que c'est qu'une période d'impuissance syndicale, ce que c'est que l'incapacité du mouvement ouvrier à résister à ses ennemis sociaux, au patronat national, au patronat international, mais ça va m'amener évidemment à faire une remarque, incapacité à résister à l'État. Et comme les gens ont tendance à être un peu désespérés par cette situation, je crois que renouer avec les situations désespérées ou désespérantes, c'est le meilleur moyen de montrer ce que c'est qu'un rapport de force et comment on peut parvenir, dans la conjoncture actuelle, à quelque chose qui est de l'ordre de 30 ans d'impuissance, et puis d'impuissance quasi totale.
juste peut-être un seul petit point, effectivement, rapidement, que je tenais à dire, et tu viens de le dire, c'est important, c'est de montrer que incontestablement, l'histoire, plus que jamais, est au service des luttes de notre époque. Et qu'on ne Ah peut oui, pas mener ces luttes sans comprendre l'histoire qui, à défaut d'être un éternel recommencement, en tout cas, revient souvent par cycle. voilà. N'est pas un éternel recommencement, mais évidemment est un outil de grande réflexion parce qu'on voit bien que même si l'histoire ne repasse pas deux fois les plats, elle a quand même tendance évidemment à rencontrer des situations semblables et que réfléchir sur ces situations semblables, c'est quand même faire un grand pas dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Alors il se trouve que évidemment il y a beaucoup d'aspects de l'impuissance syndicale. On peut analyser l'impuissance syndicale, je dirais, de manière basique et dans ce qui est d'ailleurs la naissance du syndicalisme ouvrier, c'est-à-dire dans le conflit ouvert, dans le conflit permanent entre ceux qui apportent le capital et ceux qui fournissent le travail, entre les capitalistes et les salariés. Et si on travaille sur les 18e et 19e siècles, finalement, quand on présente d'un côté les ouvriers et de l'autre côté les patrons, on peut faire une histoire qui permet de comprendre pourquoi le syndicalisme, dès sa naissance, est combattu, cassé, combattu notamment avec des faux syndicats. C'est presque facile à présenter pour le 19e siècle parce qu'on a ces fameux syndicats jaunes, ils sont connus comme tels, les ouvriers les connaissent comme tels. Voilà, analyser la puissance du patronat, c'est évidemment un élément majeur. C'est un élément ici que j'ai moins retenu pour une raison qui tient d'ailleurs beaucoup et à la conjoncture générale et à l'état des sources. La conjoncture générale, c'est que quand on parle de la veille de la Deuxième Guerre mondiale ou des lendemains de la guerre ou des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, on est face à une caractéristique relativement nouvelle depuis, disons, l'ère impérialiste et surtout depuis la fin de la Première Guerre mondiale et qui est bien éclairée par les sources. Beaucoup mieux d'ailleurs que le rôle même du patronat, parce que, comme chacun le sait, le patronat national n'ouvre pas volontiers ses sources et il faut aller chercher un autre type de source. Là, on a quelque chose qui est très important et qui est d'autant plus important, c'est là-dessus que j'ai voulu insister, qui est d'autant plus important qu'on est face aujourd'hui à une situation du même type, bien entendu, pouvoir considérable du patronat national, mais aussi, et c'est là que j'ai mis le projecteur, mais aussi pouvoir considérable de forces non nationales. Parce que à l'époque de l'impérialisme, il se trouve que des éléments sont nouveaux, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu un peu à la fin du 19e siècle et surtout bon, à l'entre-deux-guerres et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. On se retrouve au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la conjoncture suivante. Bien entendu, un patronat français, un État français qui ont des intérêts communs, qui ont des intérêts liés, mais dans le cadre du développement de l'impérialisme, une situation de l'impérialisme français, semblable d'ailleurs à beaucoup d'impérialisme moyen ou petit, qui fait que cet impérialisme est un impérialisme très dépendant. C'est-à-dire que la France, on le sait pour l'Italie, on ne le sait pas bien pour la France, bien qu'on le perçoive maintenant. Au niveau de dépendance où est parvenue la France et qu'on mesure tous les jours, par la destruction des industries, par l'abaissement constant de la part de la France dans la production mondiale. Ne parlons même pas de l'enseignement des mathématiques, puisqu'on vient d'avoir un sondage absolument accablant, hein, et on ne va pas se lancer dans l'état de l'histoire. Bon, on est dans une situation dramatique, et dans une situation dramatique, finalement, qu'on peut éclairer surtout depuis l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire ce moment où l'impérialisme national devient un impérialisme
dépendance ce que j'ai étudié d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Aux origines du carcan européen, en montrant que cet impérialisme français, il a besoin de tuteurs. Il a besoin de tuteurs parce que, à l'égard de son peuple, dont il se méfie autant que la monarchie italienne des Savoies se méfiait du mouvement ouvrier italien à la fin du 19e siècle. On est dans la même situation et la France, elle est confrontée à deux ensembles. Un impérialisme allemand avec lequel elle a eu des liens, je dirais, dès la naissance de l'impérialisme allemand, avant même 1914, ouais. Et un impérialisme américain avec lequel l'impérialisme français est très lié. Et ces liens, compte tenu du rôle d'impérialisme dominant aspirant à l'hégémonie qu'a pris l'impérialisme américain, cette situation a des répercussions syndicales extrêmement profondes. Et je dirais d'autant plus explicatif sur la situation actuelle qu'on est à un moment d'évolution de ce que je décris dans le livre, c'est-à-dire qu'on a un syndicalisme national absolument divisé. Je rappelle que le syndicalisme patronal n'est pas divisé. Il y a un syndicat, ses décisions sont exécutoires. Si on y réfléchit bien, on peut dire qu'il y a pratiquement un parti patronal, même s'il revêt des vêtements un petit peu différents, parce qu'il faut quand même bien trouver une clientèle adaptée. On ne séduit pas les prolétaires avec des porte-paroles notoires de banquiers, mais on a d'un côté cette masse patronale unie, et puis de l'autre côté, cette masse patronale unie qui a besoin d'aide, qui a eu besoin de l'aide allemande, qui a eu besoin de plus en plus de l'aide américaine, alors que l'impérialisme français s'enfonçait dans cette quête du soutien, dans la volonté évidemment d'être le brillant ou pas brillant second ou troisième. Et ça a eu des répercussions sur l'état du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que le mouvement ouvrier français n'a plus trouvé, ce qui est vrai pour la France, c'est vrai pour une multitude d'autres pays, hein, de tous les petits ou moyens pays impérialistes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en France avec un patronat de plus en plus dépendant de ses alliés successifs ou simultanés. Ce qui veut dire qu'à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, le mouvement ouvrier, il a contre lui ce que j'appelle objectivement le mouvement ouvrier, c'est-à-dire voilà, les intérêts des salariés ont contre eux non seulement le patronat national, non seulement l'État national, mais les États impérialistes les plus puissants à l'égard de la France. C'est vrai c'est vrai dans l'entre-deux-guerres. Ça explique que le syndicalisme. Alors, je ne l'ai pas fait dans ce livre, mais pour être très complet, il faudrait montrer que la dépendance, notamment de la CGT, c'est une question qui est posée de l'extérieur, c'est une question qui est posée dès la fin de la Première Guerre mondiale, puisque les États-Unis, qui sont les vrais grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, comme de la Deuxième, encore plus de la Deuxième, mais les États-Unis lancent une OPA sur le syndicalisme européen, et notamment français, dès le lendemain de la guerre, et pendant la guerre. Ils ratent en partie, je dis bien en partie, le coup, parce qu'il reste encore des dents à l'impérialisme européen. Donc, la tentative d'OPA, elle marque des progrès, mais elle rencontre des vraies difficultés. Mais elle avance. Notre collègue René Mouriot, qui dirigeait une antenne de Sciences Po
d'histoire ou de sciences politiques socio-syndicales, disait dans un ouvrage sur la CGT que finalement, en 1918, enfin après la Première Guerre mondiale, il y a un choix entre Lénine et Wilson. Ça me semble demander de grandes explications, mais il y avait au fond une idée très pertinente. C'est que dans une France affaiblie, où l'impérialisme était affaibli et se sentait évidemment contraint à passer des accords avec les plus puissants que lui, on était dans une situation où le mouvement ouvrier pouvait s'engager, continuer à s'engager dans ce qui semblait être le cœur de la CGT depuis sa fondation en 1895, c'est-à-dire la fin du salariat, au sens de fin du capitalisme, fin de l'exploitation et des rapports entre celui qui possède le capital et celui qui ne possède rien. C'était officiellement la raison d'être de la CGT. Oui, oui. Voilà. Et donc, au fond, Lénine, c'était ça. Une fois qu'on a épousseté, et la tâche est difficile, ce qu'est le léninisme ou ce que sont je dirais, les questions réellement posées entre 1917 et 1920, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de la gangue, des horreurs sur Lénine, Oui, le socialisme, etc., on voit bien que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, on est dans une situation de l'impérialisme tel que, oui, on a franchi le stade de l'antichambre du socialisme, l'objectif de la CGT, de l'abolition du salariat est accessible, c'est cet objectif qui était l'objectif officiel du mouvement ouvrier avant 1914, je dis bien officiel, puisque le mouvement ouvrier avant 1914 avait juré, et je parle même de mouvement ouvrier international, la deuxième internationale, 1889, oui. Les décennies suivantes, avait pris l'engagement que face à une guerre impérialiste, voilà, la classe ouvrière nationale retournerait partout les armes contre son propre patronat, et le syndicalisme, la CGT, parce que c'était la Confédération générale du travail qui était le syndicalisme ouvrier, cette Confédération générale du travail, fondée en 1895, elle avait expliqué que l'objectif, c'était de supprimer le capitalisme. Et Wilson, le choix de Wilson, c'est une question très importante, parce que Mouriot ne le disait pas, mais évidemment, le choix de Wilson, c'est le choix de quelque chose de tout à fait autre, puisque c'est l'impérialisme américain puissant qui établit sa tutelle sur l'ensemble de l'Europe et notamment sur la France. Et ce que semblait dire au fond Mouriot, c'est que d'un côté, il y avait au fond le radicalisme de ce choix de Lénine, et puis une solution démocratique de Wilson, qui était quand même bien séduisante, tout ça. Alors évidemment, la question posée, elle est très simple. Depuis 1914-1918, c'est-à-dire depuis la situation, au fond, qui est rappelée, décrite par Lénine dans sa grande petite brochure, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, on est arrivé à un stade du capitalisme, je parle du stade économique, tel que on se pose objectivement la question de la fin des capacités du capitalisme à remplir son rôle historique, c'est-à-dire du caractère mortel du capitalisme. Est-ce que oui ou non les forces productives peuvent se développer avec le capitalisme ou pas? Et quand on y regarde bien, malheureusement on n'y regarde pas assez, c'est-à-dire que la lecture de la brochure de Lénine n'est pas générale, mais si on lit la brochure de Lénine, on se rend compte que le syndicalisme, il est
en 1914, comme aujourd'hui d'ailleurs, il est confronté à la situation de savoir si la crise du capitalisme rend nécessaire le passage à autre chose. Or, ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, comme après la Deuxième, c'est que ça n'est pas cette voie qui a été empruntée, ça n'est pas la voie de la libération sociale qu'envisageaient les statuts de la CGT, c'est la voie du maintien du capitalisme et du capitalisme à la phase impérialiste, c'est-à-dire d'un capitalisme dépendant de l'extérieur. Mon ouvrage, il est, en ayant mis l'accent sur l'avant-deuxième guerre mondiale et l'après-deuxième guerre mondiale, il est consacré à démontrer ce que c'est que l'apport étranger apporté, fourni à un patronat ainsi considérablement renforcé par rapport à sa classe ouvrière, à ses salariés et à ce qu'on pourrait appeler les couches non monopolistes de la population. C'est ça la clé. Qu'est-ce qui fait que, alors que deux guerres ont provoqué des ravages tels, suscité une radicalisation des populations telle en raison de leur souffrance de la guerre même, enfin, mort, surmortalité, même quand elle n'était pas sur le champ de bataille, surexploitation, etc. Comment se fait-il que finalement, à part en Russie, en 1917, tout ça n'ait débouché que sur une consolidation des dirigeants, des États, du patronat, etc. Moi, j'ai décidé d'analyser la dimension extérieure, c'est-à-dire comment le patronat français a été renforcé à ces deux occasions et comment ce renforcement, je dirais, se lie d'une manière vraiment très claire aujourd'hui. Pourquoi il se lie particulièrement clairement aujourd'hui? Parce que en 1950, en 1960, je dirais jusqu'aux années 1980, on pouvait penser que le syndicalisme combatif, le syndicalisme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, c'est-à-dire dont les dirigeants défendent les mêmes intérêts que ceux de leurs mandants, de leurs syndiqués, on pouvait penser qu'il avait conservé quand même de beaux restes, c'est-à-dire que les salariés se battaient bien, enfin se sont encore bien battus, on va dire jusque dans les années 60-70. Oui. Ça n'est pas le cas. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, que, mais depuis 30 ans, c'est vraiment de plus en plus visible, que le syndicalisme apparaît comme complètement impuissant. Et notamment dans un pays comme la France, où, malgré toutes les glosses sur le syndicalisme faible, etc., avec peu de syndiqués, on a enregistré les victoires syndicales les plus extraordinaires du XXe siècle. Hein. Parce que ce qui s'est passé en 1936 et ce qui s'est passé en 1968, quand on regarde la zone d'influence du capitalisme, enfin quand on regarde ce qui est aujourd'hui, ce qui est depuis 1945 la zone d'influence américaine, c'est quand même quelque chose dont peu de pays ont l'équivalent. Hein. Clairement. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, on n'en est pas là. On en est à ce qui est appelé un syndicalisme rassemblé, qui est un lot de paralytiques qui ont l'air en plus très contents de leur paralysie parce que les responsables, les dirigeants syndicaux
dressent un bilan qui ne correspond pas exactement, enfin qui ne correspond pas du tout à la situation objective, c'est-à-dire au sort des salariés, à l'appauvrissement, Mhm. voilà. Et donc, pourquoi ces périodes-là? Parce que cet impérialisme, il a un rôle dominant. Il a un rôle dominant à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était l'occasion de réfléchir sur ce qu'avait fait la CGT avant Mhm. la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qu'a fait la CGT avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tellement proche de ce qui se passe aujourd'hui que la comparaison est presque trop facile. Et alors que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on peut penser que sur la base de l'expérience catastrophique de l'entre-deux-guerres, on va entrer dans une ère nouvelle de puissance plus grande du mouvement ouvrier, eh bien, on s'engage dans quelque chose qui va à l'inverse. Et ce qui va à l'inverse, ça supposait une connaissance très approfondie des influences extérieures qui s'étaient Ouais. exercées. Je le répète, toutes choses égales d'ailleurs, parce que le rôle de l'État français, le rôle du patronat français, ils sont considérables, évidemment, dans tous les cas. Mais ce qu'a fait l'influence allemande à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, avec une fraction dirigeante de la CGT qui a basculé vers ce que Marc Bloch appelait dans L'étrange défaite, Mhm. une véritable trahison des intérêts de classe, puisqu'à un Ouais. moment, Bloch dit, mais comment est-ce que ces gens de gauche, et même d'extrême gauche, puisque le courant le plus droitier de la CGT était truffé d'anciens gauchistes, qui avaient crié beaucoup. Et Marc Bloch, qui était historien, avait une certaine mémoire de ce qui s'était passé dans les 20 dernières années. Comment est-ce que ces gens ont pu s'allier avec les fractions de la bourgeoisie les plus élevées, avec les hauts fonctionnaires qui passaient leur temps à trahir la République, qui était si bonne fille avec eux? Je répète, c'est Marc Bloch, ça. C'est pas un marxiste déchaîné qui raconte ça. C'est Marc Bloch dans L'étrange défaite, hein, qui fait cette analyse. À lire, à lire. Voilà. Oui, toujours à relire et à lire, Oh oui. non seulement pour ce petit ouvrage qui est le fruit d'une observation du deuxième semestre 1940, c'est-à-dire de son stage sur le terrain, hein, dans un état-major de général, et puis de la réflexion qu'il mène jusqu'en 1944, où finalement, d'ailleurs, ses positions apparaissent comme, sur ces questions, apparaissent comme très radicales, probablement d'ailleurs plus radicales que n'était réellement Marc Bloch, parce que confronté à une situation très difficile, devenant persécuté, voilà, il accède à une lucidité, et non seulement à une lucidité, mais à une reconnaissance de lucidité qui amène à des articles 43-44 qui sont extraordinaires. Enfin, Mhm. je veux dire, un radical au sens que donne Marx à ce terme, c'est-à-dire quelqu'un qui prend les choses à la racine, c'est-à-dire le marxiste le plus accompli, n'aurait pas fait mieux que Marc Bloch. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, dans la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Les États-Unis, qui avaient tenté de saisir le flambeau après la Première Guerre mondiale, ils le saisissent De et nouveau. ils fabriquent un syndicalisme qui s'est étendu d'ailleurs à toute l'Europe et qui est la quintessence finalement de tout ce qui a été, en tout cas dans les textes, puis à certains moments dans la pratique, rejeté
par la Confédération générale du travail, y compris par ses statuts de 1895. C'est-à-dire comment les États-Unis ont, c'est une partie essentielle de l'ouvrage, ont littéralement conquis non seulement le patronat national, dont ce patronat a ses forces que mes collègues appellent gentiment vichisto-résistantes. C'est-à-dire ceux qui se sont tournés vers la solution américaine après s'être tournés et avec l'énergie. Ah oui, ça. Vers la solution allemande. Hein. Comment donc on est passé à une situation, je dirais, qui est l'antichambre et qui anticipe surtout de ce qui caractérise aujourd'hui la Confédération européenne des syndicats. Comment on est passé à cette situation? Et ça pose vraiment une question décisive, hein, parce que quand on regarde un peu le développement de l'histoire, on se dit, nom d'un chien quand même, entre 18 et 39, donc entre les deux guerres, hein, puisque le délai était rapide. Bon, les conditions du mouvement ouvrier sont extrêmement difficiles. Il y a une situation terrible. Hein. Oui. Et puis en France, il y a quand même 36. Bon, hein, il s'est passé 20 ans. Oui, 20 ans. 20 ans. Donc 15 ans, de scission avérée, on va dire. Alors d'impuissance oui. quasi totale, hein, jusqu'en 34. Bon, comment est-ce qu'on arrive quand même à surmonter, hein, dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, avec la perspective très nette d'un prochain conflit mondial, etc. Comment est-ce que, malgré des difficultés considérables, on arrive encore, je dirais, en 68 à ce que la classe ouvrière remporte des victoires, et pourquoi, comment, depuis, disons, les lendemains de 1968, le mouvement ouvrier ne rencontre qu'échecs, fractures, bien que les fractures aient été antérieures, mais alors fractures avec des effets mortels, et qu'on aboutisse à une situation d'impuissance tellement grande aujourd'hui, d'ailleurs qu'il faut l'éclairer, parce que l'histoire, ça a une mission scientifique, mais en l'occurrence, ça a une mission civique et politique, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas parce que ça a duré 30 ans ou 40 ans que c'est définitif. Et par conséquent, il faut mettre un nom sur tous les facteurs de cette impuissance. Il faut montrer comment on est passé d'une situation, celle que je décris, où les travailleurs, les représentants des travailleurs, qui étaient travailleurs eux-mêmes, les travailleurs les plus combatifs, avaient été en mesure de mener une très grande quantité de salariés vers les succès, à une situation où les échecs s'accumulent. Voilà comment, au fond, d'un côté, influence étrangère avant la Deuxième Guerre mondiale, de l'autre côté, c'est l'essentiel du livre, influence américaine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comment, finalement, au terme d'une Deuxième Guerre mondiale, qui, sur le plan militaire, a été incontestablement gagnée par l'armée rouge. Ça ne fait aucun doute. Hein. Ça ne fait de doute que quand on regarde la télé et qu'on lit la presse. Ben oui. Et quand on fait de l'histoire, ça ne fait aucun doute. Comment est-ce qu'on est passé d'une situation où les forces du changement, les forces que mobilisait Lénine dès 1914-1916, comment ces forces-là, que les lendemains de la guerre, des deux guerres, pouvaient
mettait à l'avant-garde et dont on pouvait penser qu'elle l'emporterait, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas emporté? Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation que Lénine décrivait en 1916? Oui. Nous sommes dans une situation, guerre générale exclue, pour l'heure. Nous sommes dans une situation au moins aussi effrayante du point de vue de la crise que celle que décrivait Lénine entre la fin du 19e et la guerre mondiale. Et voilà, les choses sont bloquées. Qu'est-ce que c'est que ces blocages? Comment est-ce qu'on est arrivé à un déblocage à certains moments? Et finalement, comment est-ce que l'histoire permet d'affronter cette situation qui peut sembler désespérante? Voilà, je dirais, d'abord le sens de l'ouvrage. Après, quand on entre dans le détail, c'est pas compliqué. Si on n'avait pas les sources, personne ne le croirait. Tellement c'est gros. Ah bah, de toute façon, ça c'est pour le coup, il faut quand même le rappeler toujours, hein, c'est malheureux d'ailleurs de l'expliciter de manière aussi vraiment forte, si j'ose dire. C'est quand même le b.a.-ba de métier d'historien que d'aller consulter, travailler, vraiment scruter minutieusement les sources, qui malheureusement est de moins en moins le cas. Et quand je dis de moins en moins le cas, c'est dans des proportions d'ailleurs effrayantes, hein, clairement le dire. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire dans cette réponse qui est très complète parce que, effectivement, tu montres le lien qui existe entre, d'une part, bon, bien entendu, les luttes intérieures en France entre le syndicaliste qui d'ailleurs se retrouve en plusieurs, qui se divise finalement en plusieurs organisations, et puis d'autre part, le patronat qui lui sait s'unir parfaitement, et puis d'autre part, c'est ce que tu as dit, la situation intérieure est liée à la situation extérieure. D'ailleurs, il faut signaler que dans la table des matières, tu évoques un certain Irving Brown. Irving Brown qui… C'est la vedette. Hein. Ah, bah lui, et a raison, puisqu'il avait déjà officié en Italie d'ailleurs. Et bon, il officie en France. Enfin, bon, il officie partout. Ah, voilà, exactement. C'est compliqué. La voilà. FL officie partout. Et d'ailleurs, je veux souligner, parce que c'est une question importante. Pourquoi on ne sait pas? Parce que c'est quand même une question importante. Pourquoi ne le sait-on pas? Alors qu'on a les moyens de le savoir et que, malheureusement, je dirais, pour une toute petite minorité, il est possible de savoir et depuis longtemps. Parce que la situation, l'OPA qu'a lancé l'impérialisme américain sur le mouvement syndical, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 60 ou 70, voire la fin des années 50. Bien sûr, elle a été mieux connue, la situation a été mieux connue au fil des années. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est pourquoi on ne le sait particulièrement pas dans un pays comme la France. On n'est pas tout seul, hein, dans l'Occident, le si bel Occident partisan de la grande liberté. On n'est pas tout seul. Mais on est quand même assez spectaculaire. Parce que dans l'historiographie anglophone, il y a eu deux courants à partir des années, disons, 60-70. Il y a eu, parce que c'est une caractéristique d'ailleurs de l'histoire anglophone, c'est qu'un certain nombre d'historiens sont des historiens liés au mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'ils font l'histoire, ils ont été historiens de syndicats, ce qui n'existait pas sous cette forme chez nous. Oui. Ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait des historiens américains qui travaillaient pour l'AFL, pour le CIO, hein, c'est-à-dire les deux syndicats américains qui se sont réorganisés en 1955 pour former ce qui s'est appelé l'AFL-CIO et que de mauvais esprits bien informés appelait la FLCIA. CIA, oui, ça ne pouvait que. Mon ouvrage contribue à montrer pourquoi.
euh, donc il y avait des historiens. Et très souvent, ces historiens étaient des gens qui adoraient la scission, ils étaient très contents, ils étaient complètement sur les positions de leur impérialisme national, ils trouvaient que la victoire américaine était très bien, qu'elle avait conquis plein de marchés, que l'OPA sur le syndicalisme était une excellente affaire, etc. Donc ils racontaient tout très contents. Bon, ça a fait une partie de l'historiographie. Et puis il y en a une autre qui faisait partie d'un courant plus critique. Je pense d'ailleurs à un Anglais dont personne ne connaît les travaux, enfin Oui. bon, c'est-à-dire Anthony Cariou, qui a fait 2 bouquins extraordinaires, un paru en 1987, pas traduit, qui s'appelle le mouvement ouvrier européen Oui. et le plan Marshall. European Labour and the Marshall Plan. Mm. Hein. Lui, il est tourné sur le plan Marshall. Comment le plan Marshall conquiert le syndicalisme européen de la zone américaine, parce qu'il ne s'occupe que de la zone américaine. Et un autre bouquin qui a été publié en 2018, qui à mon avis n'a aucune chance d'être traduit, et qui s'appelle, si on le traduisait en français, La guerre froide du syndicalisme américain. Oui. Et qui est extraordinaire parce que il est de plus en plus occidental, hein, c'est-à-dire que bon, quand même, les temps sont durs. Mais il est, comme beaucoup d'historiens anglophones, il sert des sources. Donc, on peut dire que c'est le mouvement libre, tout ça. Qu'est-ce qu'on y découvre? Que Irving Brown a été un émissaire du département d'État et de la CIA, qu'il a servi dès la Première Guerre mondiale, sans parler d'avant. Je ne vais pas remonter, mais il était déjà bien avancé dans le service au patronat et à l'État américain dans les années 30. Comment Irving Brown, l'AFL, l'American Federation of Labor, qui considérait à peu près que tout le mouvement syndical européen était constitué d'affreux rouges, comment ce mouvement syndical a délégué en Europe des gens qui ont, je suis désolée du mot, mais j'ai toujours fait de l'histoire en appelant un chat, et il s'appelle un chat, comment le mouvement syndical en Europe a été acheté, non seulement évidemment par le patronat, ce qui était une vieille affaire, mais par l'impérialisme américain. C'est tellement monstrueux que, heureusement, les historiens anglophones ont des sources. On ne pourrait pas les croire s'ils ne nous avançaient pas les sources. Il y a, je dois dire d'ailleurs, dans le bouquin de Cariou de 2018, il y a un descriptif de l'achat, il n'est pas dans mon livre, hein. Moi j'ai parlé de l'achat des Français, de l'achat des Anglais et de l'achat des Allemands. C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de monde déjà. Voilà, ouais, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais tout le monde est passé à la même moulinette. Hein. Ah oui, ça je. Et il y a un descriptif inénarrable, c'est sinistre, mais bon, ça finirait par être drôle, de l'achat des syndicats norvégiens avec les dollars donnés pour acheter des voitures américaines échangées à cours très élevé du dollar en Norvège, on se frotte les yeux. Hein. On se frotte, on se dit mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que quand les forces patronales ont le vent en poupe et les forces ouvrières ne l'ont pas, ça donne un spectacle presque incroyable à examiner. Donc, Cariou, c'était quelqu'un qui était plutôt hostile quand même. Hein, voilà. Donc, ils nous ont tout dit. Ah bah, on me dira, mais pourquoi on ne le sait pas en France? Eh bien, on ne le sait pas pour les mêmes raisons qu'en France, on ne peut pas aborder ceci ou cela, parce que de toute façon, c'est le tutorat de Sciences Po qui nous a dirigé toute l'histoire contemporaine française. Malheureusement, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais il faut voir les effets que ça a quand même. Hein. Ah ben, je peux en témoigner en tant que professeur
d'histoire, et qui est l'occasion d'ailleurs, et connaissant bien cette école, hein, ayant moi-même l'occasion d'enseigner à des élèves qui sont toujours ébahis, c'est le moins qu'on puisse dire, de découvrir. Alors, comme ils me disent, ah, alors c'est assez marrant, hein, ils disent, ah, grâce à vous, on comprend l'histoire avec la méthodologie Sciences Po. Je lui dis, non, en fait, plutôt, je vous fais vraiment de l'histoire. Parce qu'ils pensent que c'est ça qui est terrible, c'est que Sciences Po fait cette histoire-là. Je leur dis pas du tout. Et je leur dis souvent, attention, quand vous serez à l'intérieur, faites tout pour rentrer, puisque vous voulez y rentrer, que vous espérez avoir une carrière, machin, enfin faire votre parcours, c'est tout à fait normal. Mais je leur dis très bien, attention à l'intérieur. Il y a des choses qui seront difficiles à prononcer. Et quand vous passerez votre oral, surtout, c'est bien de ne pas parler de certains historiens, certaines historiennes, sinon vous risqueriez d'avoir des petits problèmes. Oui, oui, oui. Mais c'est amusant parce que c'est pas notre thème aujourd'hui, Non, mais c'est quand même quelque chose qui vient de très loin, puisque c'est quand même quelque chose qui court, là encore, depuis l'entre-deux-guerres. bien sûr. Comment on a conquis, finalement, on a conquis l'impérialisme américain au service, je dirais, objectif du patronat français et de l'État français, comme d'ailleurs de tous les États et des patronats des pays conquis. L'impérialisme américain leur a rendu un très fier service, bien qu'il les ait par ailleurs aussi gênés, non seulement en conquérant le syndicalisme, mais évidemment en conquérant la culture, je dirais en conquérant tout. Oui, oui. Oui, Donc, oui. pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça en France? On ne parle pas de ça en France parce que en parler, c'est mettre l'accent sur le fait que la France est un pays colonisé. Mais je pèse Oui, bien. Je ne dis pas ça pour faire spectaculaire. hum, C'est un pays dans lequel on a des forces étrangères qui contrôlent nos élites. Pourquoi? Pour une raison très simple qui est exposée par un flic des renseignements généraux de province en 1943. En 1943, il écrit la chose suivante. Il n'y a jamais rien de mieux que les policiers pour expliquer les enjeux. Il faut le dire. Il faut le dire. Les policiers qui savent tenir une plume et qui sont chargés de faire du renseignement, ils font leur boulot. Hein. Il faut se rappeler quand même que les policiers ne sont pas seulement chargés de casser la tête, d'arracher les yeux ou d'arracher les mains, mais qu'ils font leur travail comme n'importe quel fonctionnaire ou haut fonctionnaire. Hein, ils font un travail de renseignement. Et ils peuvent être ultra réactionnaires, ils peuvent servir le pire État, ils peuvent servir Vichy, ils peuvent servir l'ennemi envahisseur. Ils ont une lucidité remarquable. Il y a un flic en 1943 qui, dans une ville de province, dit la chose suivante. La bourgeoisie s'inquiète parce qu'en 1943, il y a eu Stalingrad, tout ça. Les ouvriers ne sont pas contents. Ils ne le disent pas encore, enfin, ils ne l'expriment pas encore beaucoup, mais ils vont l'exprimer, c'est clair. hum. Et il dit la bourgeoisie ne compte plus que sur le soldat, il y avait encore l'anglais à l'époque, que sur le soldat anglais et sur le soldat américain pour sauver son coffre-fort, parce que, voilà, Oui, le choix allemand, évidemment, est devenu obsolète dans la mesure où l'Allemagne va se prendre la pâtée du fait de la très bonne tenue de l'armée rouge. C'est un policier qui dit ça, oui, oui. qui dit ils dépendent tellement de l'étranger que, bien entendu, ils ne peuvent pas envisager quoi que ce soit d'autre que cette dépendance envers l'étranger. Et il faut le dire, on peut se dire, bah oui, on comprend dans les milieux très, dans les élites de l'argent, dans les élites du pouvoir, dans les couches intellectuelles, bref, tous les gens qui visiblement nous dominent. On comprend bien là que cette dépendance à l'égard de l'impérialisme américain soit impérieuse. Mais comment se fait-il que cette dépendance soit aussi impérieuse pour une fraction
considérable du mouvement ouvrier, et en particulier, puisqu'on parle ici de syndicalisme, pour la fraction syndicale. Il faut en revenir à toutes les questions posées depuis la fin du 19e, hein, c'est-à-dire depuis que, comme le disait Engels dans sa remarquable préface à l'édition allemande de la condition de la classe laborieuse en Angleterre, voilà, il disait, ben voilà, le problème est le suivant. En 1845, où je croyais la révolution proche, je croyais le mouvement ouvrier britannique révolutionnaire, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que la direction du mouvement révolutionnaire a été conquise par le très haut patronat, qui lui a offert des prébendes, qui l'a séduite, cette direction. Et dit-il, bah, la masse, le sort de la masse des ouvriers anglais n'a pas changé, mais le sort de cette petite fraction qu'il appelait déjà l'aristocratie de la classe ouvrière a bien changé, de sorte que désormais ils adorent leur patron. L'histoire que je décris, c'est l'histoire d'une couche de dirigeants syndicaux qui adorent les liens avantageux qu'ils tirent de leur position particulière au-dessus des travailleurs qu'ils sont supposés représenter. Alors évidemment, ça fait très complotiste. Oh là là, mon Dieu. Ben oui, mais les sources étant ce qu'elles sont, on est bien obligé de constater que les sources ont confirmé l'analyse d'Engels de 1885-92. Et cette analyse que Lénine a reprise. Voilà, on est dans cette situation dont on n'est pas sorti depuis 1945 et qui prend un tour très aigu maintenant, tout simplement parce que, à la différence de ce que disait un très célèbre acquis, une très grande victoire personnelle de Irving Brown, Bergeron, parce que oui, André Bergeron. Ça a été une conquête. Il était dans le livre de Belfort et il a fait partie des jeunes gens ambitieux qui ont été conquis, je dirais, contre avantage matériel et de carrière considérable par Irving Brown personnellement. Oui. Bergeron qui disait il y a quelques décennies qu'il y avait du grain à moudre, mais il n'y en a plus. Ah non, ça. Et on peut nous intoxiquer tous les jours à la télévision et dans la grande presse sur les horreurs du communisme et sur les bontés, sur les grandeurs de la société de liberté. On ne peut pas faire que la population ne s'interroge pas sur cette absence de grain à moudre. Voilà. Et donc, tout ça pose la question, bien entendu, de ce qu'est un syndicat. De ce qu'est un syndicat de salariés, de dépendants, de gens qui ne vivent que de leur salaire, par rapport à ceux qui sont en mesure d'exercer sur eux une influence. C'est ça la question que je pose. C'est-à-dire comment est-ce que les classes dirigeantes françaises, et avec cette insistance sur les facteurs étrangers allemandes ou américaines, comment est-ce qu'ils sont entrés, comme le disait Engels à propos du mouvement ouvrier anglais en 1885 ou 92, comment est-ce qu'ils ont conquis une partie dirigeante essentielle de ce mouvement syndical. Ce que je dis, bien entendu, ce n'est pas l'objet de mon livre. Ce que je dis vaut aussi pour les aspects politiques. Parce que la question qui se pose sur le plan syndical, c'est une question qui se pose évidemment du point de vue des forces politiques. Hein? Quand le populaire a pu être, qui était en déconfiture en 1924,
a été remonté en 1926, a été remonté grâce à un consortium de grands capitalistes. Mais on ne l'a pas raconté aux lecteurs du Populaire. Journal Le Populaire de l'époque, effectivement. Voilà, Oui. d'une ESFIO qui avait pourtant à l'époque une véritable base de masse, hein, parce que il y avait pas, c'était pas la SFI, enfin le Parti socialiste, qui d'ailleurs a eu longtemps en France une base de masse, hein, même si ça n'était plus parmi les ouvriers ou les employés modestes. Bien sûr. La SFIO, elle a eu une base de masse dans une fraction de la classe ouvrière et chez tous les et dans une fraction écrasante des fonctionnaires ou des employés. Hein, elle dépendait déjà du patronat. La question, en fait, la question que je pose là, elle se pose depuis la fin du 19e siècle. Et on a, avec les États-Unis triomphants, une situation, vu la puissance des États-Unis, je le répète, qu'on ne peut même pas imaginer si on ne fouille pas dans ces dossiers qu'il est absolument impossible de sonder si on veut faire carrière à l'université. Je le dis parce que il serait incompréhensible sinon que sur des fonds qui sont quand même très ouverts depuis longtemps. Moi, j'ai fait ma thèse, j'ai trouvé une grosse partie de mon substrat d'archives sur le syndicalisme, je dirais, dans les années 70. Après, j'ai continué, les années suivantes, mais c'était déjà disponible. On ne pouvait pas en parler, puisqu'il paraissait que Force ouvrière avait été fondée parce qu'il y avait une telle infiltration, un tel noyautage, c'était le même terme que dans les années 30, un tel noyautage communiste sur la CGT, dans la CGT, qu'il était impossible à des syndicalistes indépendants de supporter une pareille tutelle et que c'est pour ça que, à la faveur de très vilaines grèves, très minoritaires, de la fin 1947, eh bien, les malheureux confédérés se seraient résolus à faire scission. C'est la problématique de l'ouvrage Force ouvrière de mon collègue Alain Bergougnoux, enfin qui ne doit plus être mon collègue depuis longtemps parce qu'il doit être permanent du Parti socialiste depuis longtemps. Ah oui, oui. Qui jurait ses grands dieux que vraiment, voilà, la question s'était posée en 1947, parce que jusque-là, la SFIO, enfin, le courant confédéré était tout à fait d'accord sur la bataille de la production. Surtout, c'est la dépendance à l'égard du communisme qui avait provoqué la scission. Ah bon? Ah ben c'est intéressant. Et la première scission, qui n'en est pas une, non. Et la deuxième scission, qui n'en est pas une, eh ben, ça, c'est la seule scission, 47-48. C'est la seule scission. Ouais. Et pourquoi y a-t-il cette scission? C'est une vraie scission. C'est une scission comme le Congrès de Tours. Il y a un vote majoritaire. La minorité ne se résout pas au vote majoritaire. Ne se résout pas à être minoritaire. Non, elle n'est pas évincée. Hein. Oui, oui. Ce qui est la différence à l'égard de ce qu'on appelle indûment la scission de 1921 et indûment la scission de 1939. En 21, Jouot a mis à la porte les unitaires, qui s'appelaient comme ça, les anciens minoritaires de la guerre, qui étaient les unitaires, qui ne voulaient pas quitter le syndicat. Je dirais même que les éléments communistes étaient fermement encouragés à ne pas quitter le syndicat. C'était, je dirais, la clé de l'existence de la CGT. Hein. La classe ouvrière doit être unie, quelles que soient ses divisions éventuelles politiques. Hein. Bon, donc, non, ils ne voulaient pas. Mais comme ils étaient en train de devenir majoritaires, oui.
et que Jouot ne voulait pas reconnaître cette majorité acquise en 21, alors il les a évincés avec l'aide de l'étranger, c'est-à-dire de l'internationale syndicale d'Amsterdam, Ouais. laquelle allait faire la vraie scission, celle de 47-48. Et toutes les scissions d'Europe occidentale, ou casse de syndicats d'Europe occidentale. Donc, une première scission qui n'en est pas une deuxième scission qui n'en est pas une, dans une conjoncture pas différente. C'est-à-dire que de 35 à 37, les unitaires, l'ex-CGTU, Confédération Générale Unitaire, constituée en 1923, parce que quand vous êtes fichu à la porte d'un syndicat, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien obligé de reconstituer un syndicat. De vous réorganiser, oui. Voilà. Et oui, les minoritaires en 23, ils ont constitué un syndicat. Et ces minoritaires, à la faveur des luttes de 36, 37, ils ont conquis la majorité. En voilà une idée. Mais ils l'ont vraiment conquise. Oui, oui. On a les sources pour l'établir. Hein? Bien sûr. Et bien, comme ils l'ont conquise et que ça ne plaisait pas aux ex-majoritaires, aidés du patronat, et à l'époque pas mal de l'Allemagne quand même. Oui. Lire outre moi, enfin, outre ce que j'ai établi dans mes ouvrages sur les années 30, et en particulier à cet égard Dominique Avicii, lire Marc Bloch, qui le montre bien, en liaison avec le patronat, en liaison avec l'État, en liaison avec cette Allemagne que le patronat aimait tant dans les années 30, ils se sont débarrassés des gêneurs. Oui. Demandez aujourd'hui à quelqu'un, quand il a au moins un peu de culture syndicale, hein, pourquoi ça s'est fait? Ben, vous savez bien pourquoi ça s'est fait. À cause du pacte germano-soviétique. Le fameux. 1939. Eh oui. Mais si on me lit, y compris dans cet ouvrage, puisque je rappelle la problématique de Marc Bloch, eh bien, on se rend compte que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Que le patronat a organisé la scission, qu'il a corrompu les confédérés pour organiser la scission, et que ça a été grandiose. Je voudrais rappeler une chose que je rappelle là d'ailleurs, quand même. Faut l'avoir en tête, parce que qui le sait? Nous avons eu le 9 novembre 1940, un décret signé de celui qui aurait dû être le secrétaire général de la CGT à la succession de Jouot. René Belin, j'imagine. René Belin. Eh oui. Qu'on avait collé théorique ministre du Travail et de la Production industrielle dans le cabinet de juillet, du 13 juillet de Laval, du 13 juillet 1940. Comme disait Abetz, alors je rappelle qui est Abetz, hein. Abetz, c'est l'émissaire d'Hitler et de Ribbentrop qui a pourri nos élites syndicales, politiques, patronales, parce que c'était l'idole du patronat. Ah oui. 33 et 39, avant de revenir comme théorique ambassadeur à Paris en juin 1940. Donc, on s'est trouvé dans cette période avec un Abetz tout à fait lucide qui disait, en commentant le cabinet Laval de juillet 1940, ils ont collé Belin comme ministre du Travail et de la production industrielle pour montrer que le cabinet Pétain était un cabinet favorable aux ouvriers. Je dois dire d'ailleurs, c'est intéressant,
c'est une incidence, elle n'est pas dans mon livre, mais quand même, je la raconte, que ça a même beaucoup contrarié notre Saint-Père de l'Europe, notre cher Robert Schuman, qui était déjà dans le cabinet de Reynaud puis de Pétain avant juillet 1940 et qui comptait bien être dans le cabinet Laval et pas de Pau, étant donné qu'il était un officiel porte-parole du comité des forges, alors vraiment connu, hein. Oui, oui, clairement. Voilà, il a été considéré comme plus diplomatique de ne pas le mettre dans cette fournée. Voilà d'ailleurs comment l'heureux Robert Schuman a échappé à la station plus longue de ministre de Vichy, que j'éclaire notamment dans la non-épuration. Tout ça pour dire que la scission, c'est une scission qui, comme toutes les scissions, a eu l'appui du patronat français, l'appui de l'État français, l'appui de forces étrangères, et c'est vrai dans toutes les scissions, fausses ou vraies, du XXe siècle. Mais dans celle de 1947-48, c'est un succès d'autant plus éclatant que les États-Unis sont, comme Cariou l'a montré, comme d'autres historiens l'ont montré, comme je l'ai montré, que les États-Unis ont été en mesure de faire ça en France et dans toute l'Europe occidentale. Toute l'Europe. Là où il y avait des syndicalismes de combat, il y avait deux endroits. Des syndicalismes où le mouvement communiste, qui était très lié au mouvement communiste, parce qu'il y avait un parti communiste fort. Hein, ce qui était, je dirais, dans la ligne de l'origine des syndicats. Hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que le syndicat, c'était l'organisation quotidienne des ouvriers, alors que leur parti était supposé être leur organisation, leur instrument politique. Tout à fait. Ça ne se distinguait pas plus que pour le patronat. Est-ce que le patronat, il fait une différence entre les partis qui financent et, je dirais, son organisation syndicale? Naturellement pas. Hein, je rappelle quand même à tous ceux qui se posent des questions sur l'unité syndicale qu'il serait bien inspiré de regarder un peu ce qu'a été l'unité syndicale patronale et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, si le patronat est caractérisé par une remarquable unité, les salariés sont caractérisés par une division permanente. Ça veut dire que passe des choses dans un système d'exploitation de l'homme par l'homme qui montre que les privilégiés, les détenteurs de capital ne sont pas logés à la même enseigne que ceux qui ne vivent que de leur salaire. Bien, c'est-à-dire que cette puissance américaine, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais poussé l'étude au-delà de la France. Oui, elle a raison d'ailleurs. Raison. Voilà, j'aurais pu faire, mais enfin bon, le livre aurait été plus gros, j'aurais pu étudier le cas italien qui ressemble au cas français. Terriblement, terriblement. Avec un parti communiste qui représente un tiers de l'électorat. Fort, mais il faut le dire d'ailleurs où la scission a été encore plus dure. Parce que ils ont réussi à couper en tranches le syndicalisme, mais ils ont eu plus de mal. Ils n'ont pas pu faire la scission comme ils l'ont fait en France. Ouais. Ils ont payé tout ce qu'ils ont pu, etc. Ils ont évidemment cassé le mouvement. Parce qu'en la matière, le plus important, c'est de casser le mouvement. Et j'ai dit tout à l'heure, donc, deux pays, l'Italie et la France, si objectif de scission. Mais il ne faut pas se tromper, même là où le syndicalisme était un syndicalisme à écrasante majorité social-démocrate réformiste, ils ont cassé le syndicalisme dans la mesure où ils se sont arrangés pour en évincer tous les éléments combatifs. Ça prend toutes les formes possibles. Aux États-Unis même, c'est cette chasse aux sorcières qui rend les progressistes, qui met les progressistes hors la loi et qui fait
qui a d'ailleurs pas toujours été commode, hein, parce que il a fallu attendre jusqu'en 1951 pour virer les dirigeants syndicaux les plus combatifs des États-Unis, c'est-à-dire ceux des syndicats de la mer de Californie en 51. Il a fallu attendre jusqu'en 51. Donc ça s'est fait aux États-Unis, dont le mouvement syndical est paralytique et cataleptique depuis 1947. Parce que ça, c'est une grande victoire. Hein. Ah oui, bon, sauf petites exceptions. Et dans toute l'Europe, là où il n'y avait pas de péril communiste, comme dit l'autre, dans toute l'Europe, ils ont affaibli le syndicalisme de manière effrayante. Et c'est ce que je décris pour la France, pour l'Angleterre, car on sait qu'en Angleterre, on a un parti communiste très faible, mais, et c'est, je dirais, c'est bien éclairé d'ailleurs par les analyses d'Engels et la réflexion des années 90 sur l'échec de la révolution en Angleterre. Hein. Je rappelle quand même qu'au milieu du 19e siècle, les marxistes peuvent penser, Engels le pense, que la révolution sociale, elle se fera en Angleterre ou en Allemagne, en tout cas, voilà. Mais en Allemagne, on n'y pense qu'après. C'est-à-dire quand le capitalisme se développe en Allemagne, on ne peut penser ça qu'à partir des années 70. Tout à fait, tout à fait. Hein? Tandis qu'avec le mouvement chartiste des années 30 et la crise de 1845-1849, on peut penser que c'est en Angleterre que ça va se faire. Bien sûr, d'abord. Mais en Angleterre étaient demeurées de très grandes traditions de lutte syndicale, qu'on a vu anéanties d'ailleurs à l'époque Thatcher, quand Thatcher a mis à genoux le syndicalisme des mineurs. Dans les années 80. Voilà, il a fallu attendre la moitié des années 80 pour réaliser, pour obtenir la véritable victoire sur la combativité du mouvement ouvrier britannique. Et je dirais d'ailleurs que finalement, le cinéma de Ken Loach, c'est le cinéma de cette après-victoire. Ouais. C'est-à-dire un cinéma évidemment passionnant, mais désespéré, parce que voilà, on ne peut que pleurer sur l'état calamiteux d'une classe ouvrière sans défense, de salariés sans défense. Eh bien, quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, on est effaré par cette réussite des États-Unis et des éléments réformistes qui se sont appuyés sur les États-Unis et du succès patronal, bien entendu, et du succès de l'État, avec un syndicalisme combatif qui a été vraiment cassé. Il a fallu attendre Thatcher pour achever la casse, mais qui a été déjà considérablement cassé. Ne parlons pas de l'Allemagne, alors là, évidemment, le phare de l'avancée. Alors, je ne le traite pas ici, mais il faut savoir que c'est une grande question. Je l'évoque quand même. En fait, on se trompe maintenant. On a des sources qui permettent de voir qu'il ne s'agissait pas simplement de fiche la trouille à l'ensemble des populations de l'Ouest de la part des États-Unis. Il s'agissait de réaliser l'objectif qui était un objectif affirmé dès la fin du XIXe siècle et revendiqué par le secrétaire d'État Hay en 1899 avec son programme de la porte ouverte en Chine. Oui. C'est le programme suivant. Notre impérialisme est l'impérialisme le plus puissant du monde. Rien de ce qui existe dans le monde ne peut nous être soustrait. C'est-à-dire qu'on entre dans une situation, et c'est évidemment d'ailleurs un des aspects des deux guerres mondiales, où il y a des impérialismes dominants qui veulent l'hégémonie. Mais comme les États-Unis sont en mesure, surtout
après la Première Guerre mondiale, et encore plus après la Deuxième, de réaliser ou de tenter de réaliser cette hégémonie, c'est pas la limite de 45 qu'ils veulent, dont ils ont tout fait d'ailleurs pour qu'elle n'existe à point. Je rappelle que les Américains ont eu l'objectif, l'espoir et l'objectif que l'Union soviétique renoncerait à une zone d'influence. Oui. Leur grand ambassadeur à Moscou, 43-46, Harriman, héritier d'une des plus grosses fortunes du capital financier américain, qui a d'ailleurs été ambassadeur chez nous. Voilà, lui, il a été ambassadeur partout. Il a été ambassadeur spécial du plan Marshall, etc. Il expliquait en 44, en mars 44, au département d'État, que ces malheureux soviétiques étaient tellement misérables, tellement accablés par l'état de leur économie vu les souffrances de la guerre, qu'on les aurait en leur promettant 1 milliard de dollars de prêts. Je signale, hein, grosso modo et de manière très optimiste, les destructions occasionnées par l'Allemagne en Union soviétique sont de l'ordre de 200 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, disait Harriman, ça suffira, on pourra, il n'y aura pas de zone d'influence. Les soviétiques étaient un peu gentils et ballots, mais enfin là, quand même, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais l'objectif, ce que j'ai montré d'ailleurs, de fait, sans en avoir tout compris encore, mais ce que j'ai montré dans l'ouvrage le Vatican, l'Europe et le Reich, c'est que l'objectif, c'était la conquête de toute l'Europe. Pas seulement de l'Europe occidentale. Ah oui, non, complètement. Ça n'est pas dans mon livre, mais c'est quand même dans la problématique de mon livre. L'objectif, c'était bien entendu de réaliser cette OPA du syndicalisme ailleurs. Et ça, c'est fait. Solidarność, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, un ouvrage. La révolution de velours tchécoslovaque, c'est ça. Donc, on est. Et toutes les institutions créées dans la période que j'examine, c'est-à-dire celles où se met en place le programme de l'AFL, qui est très vite le programme de l'AFL-CIO. Le CIO était plus progressiste, mais sa direction adorait l'impérialisme américain, trouvait ça très bien. Pour ses dirigeants, je comprends très bien d'ailleurs, ça leur a valu des postes infiniment plus intéressants que s'ils étaient restés au service de la classe ouvrière. L'objectif de cette OPA syndicale, c'était bien entendu un objectif global pour l'ensemble des pays, parce que ce qui nous a été appliqué, ça a été appliqué au syndicalisme du monde. Hein. Ah oui, bon. À l'Afrique, à l'Asie, partout, partout, partout. Ah, il y a eu des hicks. Il y a eu des hicks quand même. Il y a des verrues toujours. Pas dans mon livre, hein. Vu qu'il y a quand même eu la Chine, dont nous voyons aujourd'hui tout de même que, ma foi, l'évolution a un peu bouleversé quand même le rapport des forces mondiales. Nous le voyons à la faveur de cette pandémie, n'est-ce pas, hein? Mais la réussite a été presque complète. Hein. Ouais. Et elle ne s'est pas tenue à la sphère que j'ai analysée dans cet ouvrage, c'est-à-dire une conquête globale. On comprend, le policier de 43 le disait, et le très réactionnaire avocat Maurice Garçon le disait dans son journal de guerre, ils tremblaient tous en disant mais il faut que les Anglais et les Américains avancent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Surtout éviter que la victoire soviétique soit menée jusqu'au bout. Hein, et
faire en sorte que, quand même, les Soviétiques n'aillent pas trop loin, ce qui s'est fait. Hein, mais Oui, oui, ah bah, de fait. faut lire le journal de Garçon. Hein. Ils tremblaient tous comme des feuilles. Hein. Ça, Ouais. en 1943, ils ont tous tremblé comme des feuilles. Ça va, ils n'ont pas tremblé longtemps. Non, il y a eu un sauveur, heureusement. Ils ont eu un sauveur. Mais c'est à partir de là que sont fondées toutes les institutions, le projet américain de Mhm. liquidation du syndicalisme combatif, parce que sous couvert de lutte contre le communisme, c'est ça. Hein. Oui, bien entendu. Est-ce que les salariés vont être capables de se battre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour arracher une partie du surproduit et le transformer en salaire? C'est ça la question posée. Bien Hein. sûr. Mhm. Voilà, c'est uniquement ça la question posée, finalement. Ça s'est fait en large partie au bénéfice de l'impérialisme américain, parce qu'évidemment, il a énormément profité de la situation, enfin de sa position en Europe. Mais c'est ça la Mhm. problématique. Et donc, quand le projet est au jour, parce qu'il est complètement au jour en 1944, hein, comme je le montre, Mhm. congrès de l'AFL, programme de liquidation du syndicalisme combatif, on y envoie un tel et un tel, dont Irving Brown, qui arrive à Paris en novembre 1945. Enfin, ils ne sont pas restés inactifs jusque-là. Hein. Ah non, non, entendu. Ils œuvraient depuis l'Italie, etc. De Voilà. partout, puis en France Oui, aussi. mais oui. L'ambassade s'en occupait, Ah etc. bah, évidemment. On contactait qui de droit, on contactait les affaiblis, c'est-à-dire les confédérés, hein, exactement comme l'Allemagne, le patronat et l'État avaient conquis les confédérés affaiblis dans la CGT de 1935, enfin 36, disons 36, 39, voilà. Et, euh, et voilà comment, à partir de là, puisqu'en 49 est remporté une étape décisive, hein, c'est-à-dire fondation de la Confédération internationale des syndicats libres, puisque ça s'appelle comme ça, toujours Dit libre. libre. On devrait dire dit libre. C'est toujours libre. Free, c'est Ah toujours bah libre. oui, évidemment. Free. Voilà. Et donc, c'est avec ça qu'on casse la FSM, qu'on a eu le souci de casser avant même qu'elle ne fut portée sur les fonds baptismaux, puisque je rappelle que la FSM, elle est fondée officiellement en septembre 1945, mais que le projet de casse de la FSM en route depuis 1944 est un point important du congrès de l'AFL de l'automne 1944. Et à partir de la Confédération internationale des syndicats libres, qui casse la FSM progressivement, disons de 49, j'allais dire au départ de la CGT, mais l'essentiel avait été acquis avant. Hein. Bien sûr. Mhm. Euh, à partir de 49, je dirais que la voie est libre et que toutes les institutions syndicales européennes sont les héritières de la situation que je décris dans cette période 39-49. Et pour l'essentiel, 44-49. Voilà quel est le centre, le centre du livre. Je crois que quand on voit ça, on se dit que aux moyens considérables dont l'impérialisme triomphant a disposé dans sa période de triomphe, succède une période où finalement les moyens sont beaucoup moins considérables. Mais l'effet a été tel et Mhm. les dernières victoires sont si récentes, parce que les dernières victoires, finalement, c'est celles qui sont engrangées avec la chute du mur et la fin de l'URSS, hein, Oui. 89-91. Ceux qui ne voient pas comment les choses se sont déroulées se disent c'est cuit. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il faut bien se dire que ce qui s'est passé à l'intérieur
parti communiste de la zone européenne, sujet à l'eurocommunisme, c'est au fond une conséquence de ce qui est un découragement extraordinaire de ceux qui se sont dit le capitalisme en a pour 200 ans, il faut vivre avec. Oui. C'est ça qui s'est passé Complètement. entre 89 et 91, et dont notre situation politique est aujourd'hui l'héritière. C'est ça. D'ailleurs, bah alors, c'est vraiment extraordinairement complet. Je vais d'ailleurs résumer tout ce que tu viens de dire parce que dans le fond, le mot-clé, et tu l'as utilisé plusieurs fois à raison, c'est le mot indépendance. Tu parlais de la situation des pays. Je me permets simplement aussi d'ajouter, mais c'était d'ailleurs au milieu des années 70, c'est pas par hasard. Je me permets d'ajouter le Portugal, parce que le Portugal, au milieu des années 70, Absolument. a été vraiment a causé beaucoup de soucis à Washington, qui avait débauché l'un de ses grands émissaires. À Washington, à l'Allemagne, Oui, oui. à Bonn, en passe de réussir sa réunification mitonnée depuis la Deuxième Guerre mondiale entre Allemands et Américains, je dis bien entre Allemands et Américains, hein, Oui, oui. ses petits amis. Et donc, oui, ils ont eu, là, ils ont eu une grosse frayeur qui a été vite surmontée et où les États-Unis, bien sûr, ont joué le rôle dominant, où le deuxième pays impérialiste dominant, l'Allemagne, à l'époque, l'Allemagne fédérale, a joué aussi un rôle déterminant. Il faut le dire d'ailleurs, ça n'est pas l'objet de mon livre, mais c'est évidemment, si on faisait un livre sur la période contemporaine, une donnée qu'il faudrait analyser, c'est comment les États-Unis, qui ont littéralement phagocyté le syndicalisme, je dirais, ont bloqué toute la situation politique parce que Ah, oui. l'objectif de 1945, c'est un objectif de conquête au-delà du compromis de Yalta et Potsdam de 1945, mais c'est aussi, et avec un très grand succès, le fameux projet de liquidation de toute perspective de gauche Oui. dans la zone déjà conquise, ce qu'on appelle les stay behind, c'est-à-dire ces structures secrètes qui théoriquement, d'ailleurs leur très bon historien Daniele Ganser ne connaît pas suffisamment son histoire antérieure et il se trompe. Il veut bien croire que l'objectif, c'est l'objectif officiel, c'est-à-dire que les États-Unis veulent avoir une assise en cas d'invasion soviétique. Oui, exactement. Il n'a jamais été question d'invasion soviétique, personne n'y a jamais cru. Je dirais d'ailleurs que mon dernier chapitre sur la manière dont on peut transformer un mouvement affaibli en gros loup-garou qui fait peur aux petits-enfants et qui les empêche de s'endormir, c'est ce que je montre sur la campagne d'intox sur le Cominform qui s'appelle du Cominform au coup de Prague. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis ont réussi, il faut le dire, un coup de génie, hein, et dans toutes les classes dirigeantes d'Europe occidentale, à passer à la moulinette des partis communistes dont la résistance, le rôle considérable dans la résistance, avait énormément amélioré la position. Il faut se rappeler qu'il y a eu des ministres communistes, il y a eu un parti fort jusqu'au Danemark. Oui, tout à fait. Le parti danois a été remarquable dans la résistance intérieure. Eh bien, comment les États-Unis, avec évidemment les dirigeants respectifs de chacun des pays, ont réussi à transformer ce qui était un mouvement ouvrier affaibli, un communisme affaibli, en loup-garou, on regarde ça et on se dit nom d'un chien, mais ce qu'ils nous racontent tous les jours sur l'URSS, ça participe de ce cirque. C'est pour ça d'ailleurs
que l'histoire est si utile. Comment vous transformer, c'est-à-dire que pendant qu'ils alertaient les populations sur l'Union soviétique, comme disait l'autre, à 2 étapes du Tour de France, ils ricanaient ensemble en disant ce coup-là, on les a bien eus, ils sont coincés pour un moment. Je rappelle d'ailleurs que c'est exactement ce qui s'était passé à partir de 19. À partir de l'échec définitif du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire en Allemagne, ces messieurs étaient, je dis ces messieurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de dames qui étaient des affaires ni à la tête de l'État. Et d'ailleurs, que les dames y soient ne rend pas meilleure les classes dirigeantes. Ah non, non, ça... Bon, mais à l'époque, c'était des messieurs. Donc ces messieurs, en 1919, étaient tranquilles comme Baptiste. Et pourtant, ils nous ont sorti l'ancienne soviétique de 1918, j'allais dire à nos jours. Mais on peut le dire, D'ailleurs, on le vit tout le temps. Voilà. Vit tout le temps. C'est, dès qu'il y a une manifestation, voilà. Ça sert toujours, ça sert encore. Oui, c'est très utile. C'est clairement très utile. Et justement, finalement, moi j'ai presque envie de dire, et ça pourrait être l'objet de la conclusion de notre entretien, j'ai envie de dire que le mot-clé que tu as prononcé, effectivement, inversé à chaque fois en fait dans son emploi, c'est le mot indépendance. Parce que dans le fond, on a l'impression que, et c'est pas qu'une impression, c'est tout le discours officiel qui se développe. Le seul obstacle à l'indépendance syndicale serait le communisme, alors qu'on ne parle bien sûr jamais, et tu l'as très bien dit, de tout ce qui crée la dépendance syndicale. C'est-à-dire le patronat, les États-Unis, l'État lui-même. Aujourd'hui, en plus, on peut parler de l'Union européenne. Bon, il y avait déjà des réseaux européens dans l'entre-deux-guerres, de toute façon, la Confédération européenne des syndicats. Et dans le fond, c'est ça qui est assez incroyable, on explique que c'était de la faute du Parti communiste si, justement, il n'y a pas d'indépendance syndicale. Et comme tu l'as dit, les confédérés ont dû se révolter contre cette mainmise totalitaire du... finalement, j'ai presque... Oui. Je voudrais rappeler une chose. Vas-y, Anne. Qui est très polémique alors qu'il n'y a pas lieu. Il faut le rappeler parce que c'est une chose essentielle quand même. La question de l'indépendance syndicale ne s'est posée que dans 2 pays en Europe, l'Italie et la France. C'est-à-dire 2 pays qui ont été en mesure de se fabriquer un parti communiste fort, ou disons un mouvement marxiste. Car quand on regarde l'origine, et on a d'ailleurs une des plus belles supercheries historiques qui est maintenue aujourd'hui, on nous explique que le mouvement syndical, voilà, il a voulu son indépendance des partis politiques en 1906, voilà, au congrès d'Amiens, avec la charte d'Amiens. Soyons raisonnables. L'ensemble de l'Europe à l'époque a des mouvements syndicaux. Ils sont organiquement liés, partis et syndicats. Oui. Qui finance, qui structure le parti? Le Trade Union Congress, c'est-à-dire le syndicat anglais. La DGB en Allemagne, le syndicat général allemand, des travailleurs allemands. C'est pareil en Belgique, c'est pareil aux Pays-Bas, bon, c'est pas la peine que j'insiste, c'est pareil en Scandinavie. Pourquoi en France ou en Italie? Je vais choisir le cas français. Parce qu'en France se pose la question du guédisme, c'est-à-dire du marxisme. Et qu'il y a un double problème dans le rejet de la dépendance. Il y a le conflit entre les marxistes et les non-marxistes, et les non-marxistes ont été très astucieux. Ils ont lancé la question d'indépendance parce que, voilà, c'était un brûlot entre les marxistes. Mais c'est tout. C'était le fer de lance de la lutte contre les guédistes. Indépendance? Mais, mon Dieu, la question initiale qui s'était posée, c'était la question du mouvement ouvrier unifié. Il était unifié, syndicats et partis, comme le mouvement
patronal qui est unifié. Il est totalement unifié sur le plan syndical. Il est subdivisé. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du patronat. Il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir des porte-paroles différents. Il est subdivisé sur le plan politique pour une raison très simple. Je l'ai dit tout à l'heure. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et on ne conquiert pas les petits employés, les cadres, les paysans avec les mêmes. Alors on se fabrique des partis. Qui les finance? Qui les dirige? Je renvoie à mes ouvrages sur les années 30, c'est une caricature. Non pas parce que je suis caricatural, mais parce que la réalité est caricaturale. Oui, oui. Donc, entendons-nous bien, le patronat est totalement unifié. Je dirais qu'il est totalement dépendant de ces organisations et inversement. Mais la classe ouvrière, elle serait indépendante quand elle dépend du patronat, de l'État et éventuellement d'États étrangers? Ben non. Non. Elle serait libre. Elle serait libre. Voilà, on me dira, mais le mouvement communiste a dépendu de l'étranger. Ça n'est pas faux. Il faut bien dire honnêtement que la pauvreté, un signe des mouvements révolutionnaires, impliquait en effet que le premier État socialiste fut généreux du peu de deniers qu'il avait. Ça, c'est certain. Ah oui. Et c'était officiel. Et comment lui en vouloir, de fait, quand on voit tout l'arsenal qu'il y a en face? Mais bien sûr, le mouvement révolutionnaire avait contre lui l'État, le patronat, une grosse partie du mouvement ouvrier. Mais oui. Dépendait de l'État et du patronat, parce que c'est la question de Tours. Hein. Mais oui. Oui, oui, oui. Et le mouvement révolutionnaire, il était pauvre comme Job. Mais j'avais fait remarquer d'ailleurs à une journaliste très sympathique de l'Humanité, il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 20 ans, parce que c'était au moment de l'agression contre la Yougoslavie. Ah oui, oui. Et de cette position du PCF qui… 99, oui. 99, qui était officiellement neuve, parce que c'était une telle rupture dans la solidarité internationale que pour des gens de ma génération, ça a marqué quand même, ça a été un choc terrible. Hein. A raison. Bon. Eh bien, j'avais fait remarquer à une journaliste, je lui ai dit, dis donc, vous n'avez plus la gouvernante soviétique, tu vois à quoi ressemble l'humanité, qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez la gouvernante américaine, votre politique étrangère, elle est directement importée des dépêches américaines. Et la journaliste, dont je tairai le nom, a reconnu bien volontiers qu'on était passé d'une dépendance à une autre. Attention, quelle dépendance? Car quand on regarde le patronat, quelle est la question de l'indépendance ou de la dépendance? C'est simplement une question de dépendance de classe. Bien sûr, évidemment. Le patronat est dépendant de sa classe. Les organisations patronales sont dépendantes de leur classe. Les organisations ouvrières, on n'a pas eu le temps de le dire, sont, parce qu'elles sont en position exposée et dépendante, elles ne sont pas dépendantes d'elles seules. Mais bien sûr. Elles sont dépendantes des forces dominantes. Voilà. Un salarié à qui on dit « Oh, intelligent comme vous êtes », oh, vous savez, voilà, on va citer Irving Brown. Irving Brown, comment il a fait la conquête? Il se pointait dans les syndicats. C'est aussi caricatural que ça. Hein. Oui, oui. J'ai des documents, alors, vraiment absolument inattaquables, hein. Y compris les ambassadeurs racontant comment ça se passe. C'était à mourir de rire. Donc, il fait une petite balade en Suisse, fin 46, début 47, et puis il se pointe dans un syndicat et il dit aux représentants, enfin aux dirigeants syndicaux, « Oh, un homme comme vous, pas de secrétaire,
pas de voiture, mais vous vous rendez compte? Et là, il tombe sur un bec. Le gars en question, il dit non merci. Je signale que ça a fait l'objet des discussions entre confédérés et unitaires en 47-48. Quand on lisait l'Humanité, on se disait oh là là, c'est exagéré. Et puis pas du tout, pas du tout. Non, non, mais C'était ce que décrivait notre ambassadeur à Berne, Henri Hoppenot. Je peux dire Henri Hoppenot, grande bourgeoisie, tout ça. D'ailleurs, oui. tout ambassadeur. Hein. Bon, mais c'était à mourir de rire. Un communiste n'aurait pas raconté ça mieux. Hein. Bon, et donc, c'était très clair. Le premier disait non. Il trouvait un deuxième ou un troisième qui disait oui. Pas forcément. À un moment donné, j'allais presque dire c'est la séduction, mais ça existe encore aujourd'hui. De Mais toute oui, façon, mais c'est bien très sûr. simple. Et Voilà. oui. Et la séduction, elle emprunte toutes les voies. Ah, ça va souvent, hein. Eh oui. La séduction, elle finit toujours d'une certaine manière par la corruption. Je regardais avant qu'on ne discute, je sais plus pourquoi, j'ai trouvé le nom de Michel Naudy, qui a été un journaliste communiste important, Oui, et qui a eu une fin tragique d'ailleurs. tragique, hein, qui, Ouais. paraît-il, se serait suicidé. Bon, Oui, oui, oui. mais c'est très important. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à cette réflexion. C'est très, très important. Ça se passait, si je ne m'abuse, en 2011. Et il expliquait comment, si un journaliste, comme c'était son cas, était entré sur un grand média, en l'occurrence sur le service public de la télévision, et s'il y était resté, c'est qu'il avait donné des gages. Bien sûr. Et là, tu fais référence au documentaire Les Nouveaux Chiens de garde qui avait connu un grand Voilà. succès. Et c'était un extrait de son intervention Tout à fait. dans le documentaire. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à notre conversation parce qu'il figure autre chose. Il figure ce qui a valu l'enfer à Nodi, c'est-à-dire le reportage sur Malik Oussekine. Oui. D'où il ressortait, et il y a le lien, il y a le documentaire de 86 qui a sonné le glas de son rôle effectif, parce que comme il disait, j'ai plus été payé à ne rien faire, j'ai été payé pour ne rien faire. Et on voit le reportage duquel il ressort que les casseurs partent en civil, bien habillés comme il faut, tous en masse de la mairie de Paris avant d'aller casser. Je dirais que nous sommes au cœur de l'actualité. Ah oui, ça ressemble furieusement à ce que nous pouvons voir depuis plusieurs années, hein, disons-le clairement. Voilà. Et curieusement, d'ailleurs, très souvent, les mouvements vraiment résistants communistes sont attaqués. On se demande pourquoi. Oui. Bonne question qu'on pourrait poser. Et écoute, justement, là pour conclure, et je te remercie d'abord pour toutes ces précisions fondamentales, parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs pourraient se dire quand même, c'est pas possible, c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Mais Plus c'est justement, gros, hein, plus c'est vrai. bah ouais, plus c'est gros, mieux ça passe. On sait très bien qu'un ancien maire de Paris et président de la République le disait volontiers d'ailleurs, et le faisait volontiers. Non seulement il le disait, mais en plus il le faisait. C'est ça l'avantage. Mais effectivement, on voit bien cette question de la dépendance. L'indépendance est centrale et ton ouvrage résumé, comme tu l'as dit, avec cette perspective historique, le montre parfaitement bien. Finalement, en conclusion, j'ai presque envie de dire que tu as fait référence au Congrès de Tours, à ce centième anniversaire dans lequel nous sommes. Quelque part, bah, c'est même pas quelque part, c'est la seule solution. L'indépendance, la véritable indépendance syndicale, elle est liée en réalité à des liens, j'allais dire, organiques avec un parti communiste qui lui aussi est véritablement indépendant. Parce que ce n'est pas en recevant des subsides de l'Union européenne ou que sais-je encore, on va pouvoir mener une bataille. C'est ce que je Eh disais oui, tout à l'heure. L'indépendance ne se mesure qu'en termes de classe. eh oui, Le patronat est indépendant parce qu'il gère ses affaires, c'est vrai, très aidé par l'État et le contribuable, il faut le dire. Hein. Bon, oui. hein. Mais il gère ses affaires en toute souveraineté. Le mouvement ouvrier n'a jamais géré ses affaires en toute souveraineté. Il faudrait pour cela, je dirais,
que les classes dirigées, les classes dominées deviennent classes dominantes. Et ça nous amène d'ailleurs, j'ai évoqué des brochures anciennes auxquelles il faut se référer, ça nous amène à une tâche qui est extrêmement importante aujourd'hui pour appréhender le réel, c'est-à-dire refaire du marxisme, comprendre ce que c'est que le capital, le travail, le capitalisme, le mode de production, et sortir de cette espèce de situation inextricable qui est la conséquence de la liquidation des organisations indépendantes de défense des salariés, de la classe ouvrière et des salariés. Car ce terme d'indépendance, je le répète, c'est un terme qui ne se lie qu'en termes de dépendance de classe. Bien sûr. Exclusivement, et pas autre chose. Et pour ça, pour se débarrasser de la gangue, c'est plus qu'une gangue même, qui nous encombre, eh bien, il faut recommencer à réfléchir et notamment s'initier au b.a.-ba des explications marxistes qui étaient si lumineuses. Il suffit de constater que des travaux de 1845 ou 1892 sont tellement éclairants aujourd'hui pour comprendre la réalité, pour saisir l'importance d'en revenir à cette formation qui a disparu. La classe dirigeante forme les siens, tout le temps, en tout, à tous égards. Bien sûr, dans tous les domaines, partout. Voilà. Par principe. Et les dominés, quand ils n'ont plus de mouvement à leur service, exclusivement à leur service, ne peuvent pas bénéficier du tout petit avantage dont parlait Lénine quand il disait que grâce au mouvement marxiste, il existait un petit peu d'idéologie prolétarienne qui flottait dans la société. Eh bien, la liquidation des organisations de défense a fait disparaître ce qui faisait la force du mouvement ouvrier, qui lui permettait de ne pas être toujours sur les positions de ce qui était objectivement son adversaire de classe. Car il n'y a pas d'alliance objective possible entre celui qui vit de son travail et celui qui, par la détention du capital, par ce que lui apporte en permanence le pillage, non seulement par l'exploitation directe, mais de nos jours, via l'État, par le contribuable, il n'y a pas de sortie de là. Si on ne veut pas analyser ça, et si on ne veut pas analyser ça en revenant à la base du marxisme, alors on écoute France Inter tous les jours, on lit n'importe quelle presse dominante et on regarde la télé et on ne comprend rien ou on comprend tout à l'envers. Eh bien, ma foi, c'est donc de ce carcan aussi qu'il faut sortir. Et pour ça, il faut faire de l'histoire et il faut se battre autant pour que l'histoire puisse recommencer à être une histoire scientifique que pour refaire monter le niveau de nos malheureux élèves en mathématiques qui signent en quelque sorte l'abaissement que les classes dirigeantes, l'abaissement du pays, l'abaissement de souveraineté nationale, l'abaissement de puissance, l'abaissement de capacité que les classes dirigeantes dépendantes de l'impérialisme américain ont souhaité et obtenu.
Écoute, Annie, hein, c'est une très bonne conclusion et j'ai envie de dire qu'effectivement, nous sommes là, que ce soit à travers les travaux en histoire que tu conduis, que d'autres aussi conduisent en philosophie avec les travaux de Georges Gastaud également, et puis bien sûr les mouvements de lutte qui existent, annoncés par le pôle de Renaissance communiste en France, qui se bat pour remettre les têtes à l'endroit. Finalement, c'est ça, hein, quelque part. Ce qui était à l'envers, ce qui est à l'envers, on essaie de le remettre à l'endroit. Une pensée aussi à tous ces syndicalistes, malgré tout, encore aujourd'hui, de combat qui existent et qui sont toujours pourchassés, traqués. Une pensée particulière en ce moment pour Cédric Echti, le secrétaire de la CGT Énergie de Paris, dont le crime odieux est d'avoir distribué des tracts pour dénoncer le projet Hercule et donc la privatisation en cours d'EDF. Donc, je crois que l'éclairage que tu as apporté, il est fondamental, non seulement pour bien sûr comprendre l'histoire, mais si ce n'avait que cet objectif-là, cet ouvrage, j'ai envie de dire que malheureusement, il raterait quelque part son coup. Il est là aussi pour porter à la réflexion sur la situation actuelle. Tu l'as dit toi-même finalement. Encore aujourd'hui, on retrouve les mêmes enjeux qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a même beaucoup plus. Et c'est à nous, avec la plume, avec nos bras, avec notre cerveau, avec le militantisme, de porter ce combat et d'enfin en finir une bonne fois pour toutes avec ce capitalisme extrémiste qui nous fait tant de mal aux travailleurs, aux citoyens progressistes. Eh bien, nous allons continuer à porter ce flambeau en tout cas. Et un grand merci, Annie, d'avoir accepté de répondre à cet entretien et je ne peux vous inciter donc à lire l'ouvrage que je te demande peut-être de remontrer parce que voilà, il a été publié là récemment, il y a quelques semaines, Annie Lacroix-Riz, donc Scission syndicale, réformisme et impérialisme dominant, 1939-1949, mais comme vous l'avez compris, en réalité, ce sera un magnifique panorama historique qui permet de remonter à avant 1939 et qui permet d'encore mieux comprendre la suite. Merci beaucoup, Annie. Prends soin Merci de toi. beaucoup. Et comme nous approchons de la fin d'année, bonne fête de fin d'année en espérant Bonne surtout fête confinée. confiné, évidemment, même si on a le droit d'aller, ça je le dis pour tout le monde, on a le droit en particulier pour les camarades du PRCF d'aller coller des affiches, d'aller tracter, etc. C'est pas interdit, bien au contraire, c'est aussi comme ça que la lutte continue, et d'autant plus que vu ce que nous a annoncé Emmanuel Macron pour 2021, en expliquant qu'il y aura des mesures certainement très rudes et très impopulaires, préparons-nous à poursuivre le combat dans la logique de reconstruction. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir à tous. Allez, à très bientôt. À bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir.